Nous allons nous intéresser au cours de ce chapitre au phénomène de la transcription, c'est-à-dire le passage entre ADN et ARN, qui nous le verrons est la première molécule impliquée dans l'expression du génome. Nous allons nous intéresser au cours de ce chapitre au phénomène de la transcription. Ce chapitre sera divisé en plusieurs parties. Dans la première partie, nous verrons les outils nécessaires à la transcription. Nous étudierons ensuite le mécanisme proprement dit de la transcription. Nous verrons la maturation des ARN chez les eucaryotes, puis la dégradation des ARN. Et enfin, donc, nous passerons rapidement en revue quelques-uns des inhibiteurs de la transcription. Attendons tout d'abord sur la mise en évidence expérimentale de cette transcription. Cette mise en évidence a pu être réalisée grâce à des cellules cultivées dans un premier temps en présence de deux analogues de nucléotides, l'un marqué par le tritium, la D-thymidine, est donc capable de marquer l'ADN, et l'autre, l'uridine marquée par le phosphore 32, et qui sera donc incorporée dans l'ARN. En réalisant ce type d'expérience, et en extrayant le matériel génétique présent dans ces cellules, il est donc possible de mettre en évidence, d'une part, l'ADN et d'autre part l'ARN. Il est également possible de séparer ces deux espèces par centrifugation sur un gradient de densité, c'est-à-dire en déposant au sommet d'un tube dans lequel est placé un gradient permettant la séparation en fonction de la densité, et ensuite en soumettant ce mélange à une centrifugation à très haute vitesse. Si nous réalisons ce type d'expérience, on s'aperçoit qu'en ayant déposé donc ce mélange ARN et ADN tous les deux marqués, et ensuite en centrifugeant, on va donc avoir une séparation et on va pouvoir visualiser chacune de ces espèces en fonction de la radioactivité. Suivons tout d'abord la présence de tritium correspondant au marquage de l'ADN. Nous voyons donc que ce tritium est essentiellement concentré dans une bande qui est plutôt au fond du tube et ici figurée par ce pic en rouge. Voyons maintenant où se situe l'ARN, c'est-à-dire le phosphore P32, qui sera visualisé donc sur ce tracé par une courbe en bleu. On constate qu'il existe deux petits pics d'ARN situés plutôt dans la partie supérieure du tube et correspondant effectivement à la densité attendue à l'ARN. Et de manière surprenante, on trouve un troisième pic dont le positionnement coïncide avec celui de l'ADN. Eh bien, ceci signifie simplement, c'est la signature en fait de cette association entre ADN et ARN. Tout d'abord, seul l'ADN des gènes sera transcrit, en effet. Seul cet ADN sera reconnu par l'ARN polymérase afin de pouvoir fournir de l'ARN, ARN ribosomal, ARN transfert ou ARN messager. Nous avons vu que l'ADN est associé à des protéines sous forme de chromatine, et cette chromatine doit être dans une conformation dite active, c'est-à-dire de type euchromatine, pour que la transcription ait lieu. Une des questions que l'on peut se poser est que, compte tenu du fait que l'ADN possède deux brins et que l'ARN n'en possède qu'un, lequel de ces deux brins est-il utilisé pour donner l'information au niveau de l'ARN? Par convention, on a donné le nom de brin plus au brin d'ADN dont la séquence se retrouvera sous forme d'ARN. Et bien sûr, l'autre brin, le brin matrice qui va donc servir pour synthétiser l'ARN, sera lui le brin moins. Lorsque l'on considère une séquence donnée d'ADN, un seul des deux brins est transcrit, toujours dans le même sens 5', 3', et ceci par unité de transcription. La polymérisation de la chaîne d'ARN transcrite sera réalisée par l'ARN polymérase qui catalysera la réaction entre le phosphate alpha du ribonucléotide et l'hydroxyle libre en position 3' du dernier nucléotide du brin d'ARN en cours de transcription.
La processivité de ces enzymes peut varier, mais reste en général assez élevée aux alentours de 30 à 60 nucléotides incorporés par seconde. Cette valeur peut sembler élevée, mais n'oublions pas que certains gènes ont une taille de plusieurs centaines de milliers de nucléotides dans les cellules eucaryotes. Chez la bactérie, l'ARN polymérase est formé d'un nombre assez restreint de sous-unités qui possèdent des propriétés fonctionnelles différentes. Reconnaissance, site catalytique, par exemple. La sous-unité sigma joue un rôle très important dans la reconnaissance de la séquence promoteur, située immédiatement en amont du début de transcription des gènes. Il existe différents types de sous-unités sigma, ayant des spécificités de reconnaissance différentes. Cette spécificité permettra ainsi une régulation de l'expression de certains gènes chez les bactéries. Les ARN polymérases des cellules eucaryotes sont plus complexes tant dans le nombre de sous-unités peptidiques qui les composent que par leur spécialisation fonctionnelle. Ainsi, l'ARN polymérase de type 1, localisé dans le nucléole, sera responsable de la transcription des ARN ribosomaux, alors que l'ARN polymérase de type 2 et 3, localisés dans le nucléoplasme, transcriront quant à elles les ARN messagers et les ARN de transfert. Ces trois ARN polymérases sont construites sur le même plan avec des sous-unités multiples et variables associées à deux sous-unités majeures. La phase d'initiation, que ce soit pour les prokaryotes ou pour les eucaryotes, que ce soit pour la transcription impliquant l'ARN polymérase de type 1 ou celle impliquant l'ARN polymérase de type 2, consiste dans un premier temps à reconnaître le promoteur. Le promoteur est une séquence d'ADN du gène d'une centaine de paires de bases environ et qui est située juste en amont du début de la transcription. Ce qui va faire la différence entre les différents systèmes de transcription et les différents promoteurs, c'est en effet la nature des motifs d'ADN qui seront contenus dans la séquence promoteur. Ainsi, les gènes prokaryotes sont caractérisés par des motifs de reconnaissance de 6 paires de bases situées à environ -10 à -35 paires de bases avant le début de la transcription. Le positionnement se fait par rapport au premier nucléotide de l'ADN du gène qui sera transcrit en ARN. Le promoteur des gènes ribosomaux eucaryotes, reconnu par l'ARN polymérase de type 1, possède un élément de régulation situé à environ 150 paires de bases avant le début de la transcription, tandis que les promoteurs des gènes eucaryotes, codant les protéines, sont caractérisés, quant à eux, et dans leur grande majorité, par un motif TATA situé à une trentaine de paires de bases avant le début de la transcription. On donne souvent le nom de boîte TATA à ce motif. Ces promoteurs comportent également des motifs de reconnaissance par des facteurs de transcription, comme les facteurs TF, dont nous verrons le rôle dans les planches suivantes. La fixation du complexe ARN polymérase va s'accompagner de l'ouverture de la double hélice afin que l'ARN polymérase puisse utiliser l'un des deux brins de l'ADN, le brin moins comme matrice, pour transcrire le similaire du brin plus sous forme d'ARN. La reconnaissance et la fixation de l'ARN polymérase sont, comme nous l'avons vu, sous la dépendance de nombreux facteurs. Les sous-unités sigma chez les bactéries, par exemple, et les nombreux facteurs de transcription chez les eucaryotes. La fixation de l'ARN polymérase, première condition pour qu'un gène puisse être exprimé, est contrôlée d'une part par la nature de ces facteurs de transcription et d'autre part par leur séquence temporelle d'intervention. Ces deux éléments seront à la source de la régulation de l'expression des gènes par régulation de leur transcription.
Cette étape de reconnaissance est en fait beaucoup plus compliquée qu'une simple reconnaissance du promoteur par l'ARN polymérase. En effet, de nombreux facteurs vont être impliqués dans la transcription et ces facteurs sont appelés de manière générique les facteurs TF pour facteurs de transcription en utilisant donc les acronymes anglo-saxons. La première étape consiste en une reconnaissance du motif TA par un de ces facteurs. Cette reconnaissance va ensuite permettre le recrutement de facteurs supplémentaires, comme par exemple ici nous allons recruter TF2A, puis ensuite TF2H, TF2B. Ce recrutement de ces différents facteurs va permettre la stabilisation de ce précomplexe de transcription. Une fois ce précomplexe stabilisé, nous allons avoir fixation de l'ARN polymérase. Par exemple, ici, en l'occurrence, nous avons fixation de l'ARN polymérase de type 2, c'est-à-dire celle nécessaire à la transcription des ARN messagers. Et le complexe de la fixation de cet ARN polymérase va être stabilisé à son tour par de nouveaux facteurs de transcription qui vont donc permettre, je dirais, à cet ARN polymérase d'être solidement arrimé sur la région promotrice. La dernière étape de cette initiation de la transcription va consister en fait en une phosphorylation de l'ARN polymérase de type 2 qui va modifier sensiblement sa conformation, permettre la libération ensuite des différents facteurs de transcription et cette polymérase donc va pouvoir maintenant avancer sur le double brin d'ADN pour remplir sa fonction, c'est-à-dire séparer la double hélice et donc synthétiser le brin d'ARN. In vivo, c'est-à-dire dans l'organisme, la formation du complexe préinitiateur s'accompagne et nécessite de nombreux facteurs protéiques. Par exemple, chez l'homme, on connaît plus d'une quarantaine de facteurs nécessaires à cette stabilisation de l'ARN polymérase de type 2 au niveau du promoteur. Nous avons donc affaire à une situation permettant éventuellement des modulations multiples, mais également donc la rendant extrêmement complexe puisque l'absence d'un de ces facteurs peut bien sûr perturber de manière sensible la transcription. La phase d'élongation se fera par extension du brin d'ARN dans le sens 5'3', comme pour toutes les opérations de polymérisation. La lecture du brin moins par l'ARN polymérase s'accompagne de l'ouverture de la double hélice d'ADN et l'on parle souvent de la formation d'une bulle de transcription. Au fur et à mesure de l'avancée de l'ARN polymérase et de la synthèse du brin d'ARN, les deux brins d'ADN sont réappareillés et il y a reconstitution de la double hélice. Chez les eucaryotes, la transcription s'accompagne d'un remodelage permanent de la chromatine en raison de l'association de l'ADN avec les histones au niveau des nucléosomes. Le passage de l'ARN polymérase s'accompagnera ainsi d'un relâchement transitoire de la structure des nucléosomes afin de laisser passer cet ARN polymérase. Chez les prokaryotes, on connaît deux modes de terminaison de la transcription. Le premier implique la formation de structures secondaires de type épingle à cheveux au niveau de l'ARN transcrit. Le second fait intervenir un facteur particulier, le facteur Rho, qui possède une activité hélicase et qui est recruté grâce à sa reconnaissance de certains motifs sur l'ARN. Chez les eucaryotes, la terminaison de l'activité ARN polymérase de type 3 impliquerait des séquences riches en résidus uraciles, celle de l'arrêt de l'activité de l'ARN polymérase de type 1 impliquerait un facteur protéique qui bloquerait la transcription. En ce qui concerne l'arrêt de l'activité de l'ARN polymérase de type 2, nous verrons que la terminaison est couplée à la maturation des ARN messagers. Si les mécanismes généraux de la transcription sont assez voisins chez les bactéries et dans les cellules eucaryotes, on connaît cependant deux grandes différences entre ces deux mondes. Compte tenu de la compartimentation des cellules eucaryotes, la transcription qui est réalisée dans le noyau et la traduction qui a lieu dans le cytoplasme sont naturellement séparées.
Une des conséquences immédiates de l'absence de noyau chez les prokaryotes est l'accessibilité des ARN messagers en cours de synthèse par la machinerie de traduction. Ainsi, chez les bactéries, transcription et traduction des gènes se feront de manière simultanée. Une deuxième différence résulte de l'organisation du génome chez les bactéries. En effet, chez les prokaryotes, de nombreux gènes, alors appelés cistrons, sont regroupés les uns à côté des autres pour former ce que l'on appelle un opéron. L'ensemble de l'opéron est alors contrôlé par un seul promoteur et l'ARN transcrit regroupe les ARN des différents gènes présents dans l'opéron. Et ce ne sera qu'au moment de la traduction que l'on aura une individualisation de l'expression des gènes sous forme de protéines différentes. Intéressons-nous maintenant à la maturation des ARN messagers. Ces ARN sont essentiels puisqu'ils sont la première étape dans l'expression du message génétique sous forme de protéines. Revenons tout d'abord sur divers éléments concernant la structure des gènes, et en particulier donc des gènes codant les protéines. Ces ARN messagers vont avoir des tailles et des structures variables, au sein desquelles on retrouvera souvent des appariements partiels et les boucles, ainsi qu'il est figuré sur le schéma en bas de cette diapositive. Un gène est donc une unité d'information génétique constituée de parties qui seront exprimées, les exons, et entre eux, les introns. Les séquences situées de part et d'autre du gène sont appelées les régions flanquantes, respectivement 5' et 3' pour les deux côtés. Le positionnement relatif 5' et 3' est pris en référence de la séquence du gène du brin plus. Le site d'initiation de la transcription correspond au premier nucléotide de l'ADN qui est transcrit sous forme d'ARN et bien évidemment, le site de fin de transcription correspond à la position du dernier nucléotide de l'ADN qui sera transcrit. Nous verrons que le site de début de la traduction est situé à distance du site du début de transcription. De même, pour le site de fin de traduction. En règle générale, le début et la fin de traduction se situent au niveau du premier et du dernier exon du gène. Les deux séquences situées entre les débuts et fin de transcription et traduction sont désignées sous le terme de séquence 5' UTR et 3' UTR, UTR étant un acronyme pour le terme anglais untranslated, c'est-à-dire non traduit. La première étape de maturation des ARN messagers consiste en une protection de l'extrémité 5' à l'aide d'une molécule de GTP. La réaction de condensation entre l'ARN messager et la molécule de GTP est catalysée par l'enzyme de capping ou l'enzyme de coiffe, et cette réaction se fait en deux temps. Tout d'abord, hydrolyse d'un phosphate de l'extrémité 5' de l'ARN messager, puis hydrolyse au niveau de la liaison entre le phosphate alpha et bêta de la molécule de GTP, permettant la libération d'une molécule de pyrophosphate. Ensuite, nous allons avoir une méthylation réalisée grâce à un donneur de méthyle qui est la S-adénosylméthionine. Nous allons donc obtenir ce que l'on appelle une méthyle 7-guanosine permettant donc de protéger l'extrémité 5' de l'ARN messager, en particulier vis-à-vis de l'action d'hexonucléase. De la même manière,
l'extrémité 3' de l'ARN primaire va être modifiée, là aussi dans un but de protection vis-à-vis en particulier des exonucléases de type maintenant 3', 5'. La première étape de la terminaison des cellules eucaryotes va être la reconnaissance d'un motif particulier, dit motif de polyadénylation, dont nous verrons l'usage juste après, par deux facteurs protéiques appelés respectivement CSTF et CPSF. Ces deux facteurs sont en fait présents sur l'ARN polymérase et vont se décrocher de l'ARN polymérase pour venir se fixer, comme nous le voyons sur le petit schéma, pour venir se fixer au niveau de cette région de polyadénylation qui comporte un motif consensuel que l'on retrouve la plupart du temps de type AAU, AAA. Une fois ces deux motifs protéiques fixés sur le motif de polyadénylation, l'ARN polymérase de type 2 va s'arrêter et nous aurons un clivage de l'ARN par une endonucléase spécifique qui permettra son décrochage de l'ARN polymérase et favorisera également donc le déplacement de l'ARN polymérase du double brin d'ADN qu'il était en train de transcrire. Nous nous retrouvons donc maintenant avec un fragment d'ARN, protégé en 5', nous l'avons vu, par le capping, la coiffe, et possédant son extrémité 3', un motif de polyadénylation qui, pour le moment, donc interagit avec le facteur CPSF. À ce moment-là, nous allons avoir intervention d'un enzyme appelé polyA polymérase qui va se fixer donc en position 3' à l'extrémité de notre ARN et va ajouter des motifs adényliques en présence d'ATP. Le nombre de ces motifs adényliques peut être extrêmement élevé puisqu'il peut y avoir plusieurs centaines éventuellement de motifs adényliques rajoutés. Cet ajout à l'extrémité 3' de cette queue polyA va permettre en fait une stabilisation et une protection de l'extrémité 3'. Une fois le motif polyA terminé, l'ARN messager est maintenant prêt à sortir du noyau, en particulier grâce à la présence de ce motif polyA qui sera reconnu pour son exportation. Une étape essentielle pour la maturation d'un ARN messager est celle de l'épissage. Cette étape va en effet permettre d'éliminer les séquences introniques par une coupure au niveau des bornes entre exon et intron, suivie d'un raboutage de la séquence des exons adjacents afin d'obtenir un ARN messager ne contenant qu'une séquence d'ARN correspondant uniquement à celle des exons du gène. À ce stade, rappelons-nous que la nature des ARN messagers transcrits dans une cellule dépendra des gènes exprimés dans cette cellule et que cette expression peut varier suivant le type cellulaire ou son stade de développement. Nous verrons ainsi par la suite que le profil d'épissage d'un gène peut varier suivant les cellules ou les conditions physiologiques. L'épissage sera réalisé par un ensemble de ribonucléoprotéines, les SNRNP, qui vont constituer un macrocomplexe, le spliceosome. Ces ribonucléoprotéines sont formées d'un ensemble de peptides associés à un petit ARN nucléaire. Nous avons vu que chaque intron porte à ses extrémités des motifs consensuels formant côté 5' de l'intron le site donneur et côté 3' le site accepteur. Par ailleurs, une adénine, située à environ 30-40 nucléotides de l'extrémité 3' de l'intron, joue un rôle important dans l'épissage et porte le nom de site de branchement. La première étape de l'épissage est l'étape de reconnaissance des bornes introniques par deux SNRNP. Les SNRNP, U1 et U2, vont se fixer au niveau des sites donneurs et accepteurs, cette fixation induisant un repliement de la séquence d'ADN intronique. Il va y avoir ensuite une première réaction de transestérification impliquant l'adénine du site de branchement et un phosphate du site donneur.
Le recrutement des autres SNRNP finira la construction du spliceosome qui assurera une certaine stabilisation à la suite de cette première excision. Une deuxième réaction de transestérification entraînera une coupure au niveau du site accepteur de l'intron au 3'. L'étape suivante verra la libération de l'intron sous forme de structure ayant une forme rappelant celle d'un lasso et que l'on appelle le laria. Le spliceosome réalisera ensuite le raboutage et la ligation des extrémités 3' et 5' des deux exons voisins. L'importance des séquences impliquées dans le mécanisme d'épissage peut facilement se percevoir au travers du fait que les mutations de l'ADN qui modifient les sites donneurs et accepteurs ou qui modifient les sites de branchement sont la cause de nombreuses maladies génétiques car elles modifient de manière dramatique l'expression du gène muté. Nous avons vu que ces ARN messagers, une fois qu'ils vont être maturés, c'est-à-dire qu'ils auront été transformés à leur extrémité 5' puis 3', que les introns auront été éliminés, sont destinés en fait à être exportés hors du noyau, puisque nous verrons que la traduction a lieu essentiellement dans le cytosol. Ces ARN messagers vont donc quitter le noyau, comme il est figuré sur ce petit schéma, et nous allons avoir éventuellement plusieurs destinées. En effet, il était extrêmement important de savoir comment ces ARN messagers peuvent rejoindre le compartiment dans lequel ils vont être traduits. Cet ARN messager, si nous reprenons à la suite de toute cette maturation, va donc comporter à son extrémité 5' un motif méthylsète-guanine, c'est-à-dire au début de la transcription. Ensuite, nous aurons une région correspondant à la région 5' non traduite. Nous verrons que par la suite, nous avons le début de la traduction. De la même manière, à l'extrémité 3', nous verrons qu'il y a un arrêt de traduction, que l'on appelle également le stop de traduction. Une région formée donc 3' non traduite, ici figurant en jaune, et bien naturellement donc ce motif poly-A ajouté donc lors de la maturation. Les ARN représentent plus de 80% des ARN des cellules. Chez les eucaryotes, ils sont au nombre de 4, que l'on appelle les ARN 5, 5,8, 18 et 28S. Ils sont ainsi appelés en raison de leur densité. En effet, la petite lettre S désigne l'unité appelée le Svedberg, unité qui est utilisée pour définir la densité des macromolécules biologiques. Ces ARN sont destinés à former l'architecture des ribosomes. Ils sont le produit de gènes multicopies, ainsi que nous l'avons déjà vu. Il existe ainsi d'une part des gènes codant pour les ARN 5,8, 18 et 28S, qui seront transcrits par l'ARN polymérase de type 1 dans le nucléole, et des gènes codant pour l'ARN 5S, qui seront transcrits par l'ARN polymérase de type 3. À la différence des ARN messagers, il n'y a pas de protection côté 5' de l'ARN, ni de polyadénylation à son côté 3'. La protection vis-à-vis de la dégradation se fera principalement grâce à la formation de nombreuses structures secondaires et également grâce à l'association avec des protéines. À la différence également de ce qui est observé pour les ARN messagers et les ARN de transfert, on ne connaît pas d'exemple d'épissage au niveau des ARN ribosomaux. Voyons tout d'abord donc la maturation des espèces transcrites par l'ARN polymérase de type 1. Après transcription sous forme d'un ARN 45S, que l'on appelle également l'ARN primaire, celui-ci va être l'objet de nombreuses méthylations et de modifications de la part d'enzymes contenant des petits ARN nucléolaires. L'étape suivante sera une association avec les protéines ribosomales. Elle sera suivie d'une première étape de coupure qui formera les ARN 20 et 32S, puis
d'une seconde étape de coupure qui donnera les ARN finaux 18, 28 et 5,8S. On distingue nettement sur cette planche montrant la structure tridimensionnelle des deux sous-unités des ribosomes eucaryotes le rôle majeur de l'ARN comme élément organisateur permettant aux différentes protéines de s'assembler. Voyons maintenant le mode de maturation de la troisième espèce importante d'ARN, les ARN de transfert. Au niveau de leur organisation dans le génome, les ARN de transfert sont très souvent associés de manière adjacente. On va pouvoir trouver ainsi 2 ou 3 ARNT qui vont être situés les uns à côté des autres au niveau de la séquence d'ADN. Ces ARNT peuvent éventuellement comporter des introns qui seront bien sûr éliminés lors de leur maturation. La première étape consiste donc, lors de la maturation, d'une transcription bien évidemment par l'ARN polymérase de type 3, qui va donc générer un transcrit primaire comportant par exemple, comme dans cet exemple, les 2 ARN de transfert, ainsi donc que les exons et les introns correspondants. Nous allons ensuite avoir une coupure par une endonucléase qui va séparer les 2 parties de ce transcrit primaire correspondant aux 2 ARNT et nous allons nous intéresser au devenir de chacun donc de ces ARNT. Il va y avoir maturation des extrémités, tout d'abord côté 5' par intervention d'une RNase, c'est-à-dire une ribonucléase, dite RNase P, qui va donc cliver un petit morceau de l'extrémité 5', et de l'autre côté, côté 3', nous allons en fait avoir intervention d'une exonucléase qui va grignoter les nucléotides, donc à partir de leur extrémité 3' par une activité de type exonucléase 3', 5'. Ensuite, nous aurons côté 5' donc une extrémité terminée par un groupement phosphate, ceci à la suite donc de l'action de la RNase P. Et côté 3', nous aurons reconstruction d'un petit motif de 3 nucléotides, CCA, ce motif sera ajouté par une nucléotidyle transférase, et ce motif sera commun en fait à tous les ARN de transfert. La dernière étape de la maturation des ARN de transfert va consister en l'élimination de l'intron, ou des introns lorsqu'il y a plusieurs introns, et également donc en un certain nombre de modifications, puisque les ARN de transfert sont en effet caractérisés par la présence de très nombreuses bases modifiées, comme nous le verrons par la suite. À côté des ARN ribosomaux, des ARN de transfert et des ARN messagers qui forment près de 99% des ARN des cellules, il existe donc des petits ARN qui jouent un rôle essentiel dans la cellule. De découvertes plus récentes, les mécanismes concernant leur maturation sont un peu moins connus. Néanmoins, un certain nombre d'éléments différenciant les petits ARN sont maintenant connus. Ainsi, les petits ARN nucléaires, snRNA, qui sont transcrits par l'ARN polymérase de type 2, tout comme les ARN messagers, sont capés en 5', puis subissent une étape de méthylation au niveau de ce 5' qui va nécessiter leur sortie du noyau avant d'y retourner pour s'assembler à des protéines au niveau des corps de Cajal pour former les SNRNP, c'est-à-dire les SN-ribonucléoprotéines, qui participeront à l'épissage. Les petits ARN nucléolaires, appelés SNO-RNA, seront également transcrits par l'ARN polymérase de type 2, mais leur association à des protéines nucléaires les dirigera très rapidement vers les nucléoles, où ils participeront à la maturation des ARN ribosomaux et à la formation des ribosomes. La transcription des ARN mitochondriaux est un peu particulière dans les cellules eucaryotes. En effet, nous allons avoir à faire
à une transcription où les deux brins de l'ADN mitochondrial seront transcrits en totalité. L'information portée par l'ADN mitochondrial est en fait répartie en 2 gènes codant des ARN ribosomaux, 22 gènes des ARN de transfert et 13 gènes des ARN messagers. Ce qui est également une caractéristique, c'est que c'est là l'information génétique est répartie sur chacun des 2 brins de l'ADN mitochondrial. À la suite donc de la transcription primaire d'un ARN dit polycistronique, c'est-à-dire où nous allons avoir l'ensemble des gènes portés par le brin d'ADN transcrits qui vont être présents les uns à côté des autres, nous allons avoir ensuite une maturation qui va faire intervenir une coupure au niveau des ARN de transfert. En effet, lorsque l'on regarde la manière dont les gènes sont organisés, on s'aperçoit que les différents gènes d'ARN ribosomaux, 12S et 16S par exemple, sont séparés par un ARN de transfert, que la sous-unité ND1 et ND2 du complexe de la NADH des hydrogénases mitochondriales sont séparées par le gène de l'ARN de transfert de la leucine, ainsi de suite. Et nous allons utiliser en fait les différentes RNases permettant la maturation des ARNT pour scinder les ARN des différents gènes et les libérer. Dans un deuxième temps, les ARN messagers permettant la synthèse des protéines mitochondriales, des gènes des protéines mitochondriales, seront ensuite polyadénylés. Nous avions vu que une des caractéristiques des ARN était leur labilité. En particulier, les ARN messagers pouvaient avoir des durées de vie extrêmement courtes, de quelques minutes, voire moins. Cette labilité est médiée par un certain nombre de systèmes enzymatiques qui vont permettre une fragilisation de notre molécule d'ARN, puisque nous avons vu qu'elle est protégée d'un côté par une méthylcètguanine et de l'autre côté donc par son motif poly-A. Il va donc falloir éliminer la coiffe côté 5' et éventuellement donc permettre une attaque côté 3' par les exonucléases. Il existe 2 mécanismes principaux de dégradation. Le premier consiste tout d'abord dans une première étape lente de raccourcissement du motif poly-A, c'est-à-dire que nous allons avoir un grignotage du motif poly-A formé par quelques centaines de poly-A. Et lorsque ce motif poly-A est suffisamment raccourci, nous allons avoir ensuite une deuxième phase de dégradation rapide, avec en particulier donc ce que l'on appelle un décapping ou un décoiffage catalysé par un enzyme, que l'on appelle l'enzyme DCP1. Et de l'autre côté, nous allons avoir comme il n'y a plus de motif poly-A, ou pratiquement plus de motif poly-A, nous allons avoir une accélération de la dégradation 3', 5' par une activité exonucléase. Donc, phase lente de raccourcissement et ensuite phase rapide, décapping d'un côté, dégradation 3', 5'. La deuxième voie possible de dégradation est une voie qui va éliminer en un bloc l'extrémité 3' polyadénylique qui protège, et ceci donc à la suite d'une coupure endonucléolytique, qui permet donc la scission et l'élimination brutale de toute la partie 3' terminale. À partir de ce moment-là, nous allons avoir une phase rapide de dégradation par une exonucléase à activité 3', 5', et également intervention donc de l'enzyme DCP1P qui va permettre donc le décoiffage et l'élimination de la méthylcètguanine en côté donc 5'. Ces 2 voies sont utilisées donc pour permettre une dégradation rapide des ARN, en particulier les ARN messagers. Il existe une voie particulière de dégradation des ARN, dite la voie NMD, qui va être en fait très utilisée et très utile pour les cellules pour dégrader de manière spécifique les ARN messagers qui auraient incorporé un codon stop de manière prématurée à la suite d'une mutation. Nous verrons que ceci est un mécanisme éventuel de protection dont nous reparlerons un petit peu plus tard.
Il existe un dernier mécanisme que je souhaite évoquer au niveau de la dégradation des ARN, c'est celui de la dégradation possible d'ARN double brin exogène par un mécanisme dit d'interférence ARN, mécanisme dont nous reparlerons également donc, au moment des biotechnologies, car en effet, donc, ce mécanisme peut se révéler intéressant pour réaliser ce que l'on appelle une extinction de gènes. Le mécanisme de transcription est une cible privilégiée pour de nombreuses molécules possédant des propriétés antibiotiques ou pour certaines toxines. Si certaines de ces molécules auront une action spécifiquement dirigée vers le mécanisme de transcription des bactéries, d'autres auront une action plus large, pouvant également inhiber la transcription chez les eucaryotes. Ces molécules pourront également différer au niveau de l'étape de la transcription qui sera à altérer. La rifampicine est ainsi un antibiotique largement utilisé dans le traitement de la tuberculose, car cette molécule inhibe les étapes d'initiation et d'élongation de la transcription chez les mycobactéries telles que Mycobacterium tuberculosis. La connaissance de ce mécanisme de transcription a également permis de comprendre le mode d'action des amanitines, poison retrouvé dans les champignons de la famille des amanites. Ainsi, les amanitines agissent en bloquant l'élongation des ARN messagers dans les cellules des eucaryotes supérieurs. Le mécanisme de transcription, au cours des années 1980, deux chercheurs américains, Thomas Cech et Sidney Altman, travaillant dans deux laboratoires différents et sur deux modèles biologiques différents, Tetrahymena thermophila pour l'un, un protozoaire cilié, et le complexe ARNAsP des prokaryotes pour le second chercheur, ont découvert que chez certains organismes, le mécanisme d'épissage pouvait être réalisé de manière autocatalytique, c'est-à-dire sans intervention de toute la machinerie protéique d'épissage qui forme le spliceosome. Ces ARN sont appelés des ribozymes par contraction des deux termes ribose et enzyme. Et les introns doués de ces propriétés autocatalytiques sont appelés introns de groupe 1 et introns de groupe 2 en fonction du mécanisme catalytique. Ces ARN autocatalytiques sont rares. Il faut cependant noter que l'activité ribonucléase P, qui est impliquée par exemple dans la maturation des ARNT, implique un ARN autocatalytique. Cette découverte des ARN autocatalytiques, capables d'évoluer en absence de protéines, a eu un retentissement très important pour ce qui concerne notre compréhension de l'évolution du monde vivant. En effet, cette découverte a permis d'avancer une théorie selon laquelle les premières molécules informatives organisées auraient été les molécules d'ARN et qu'un monde prébiotique à ARN aurait ainsi précédé notre monde actuel basé sur la transmission de molécules d'ADN. Au cours des années 1980,